En fait, je me souviens très bien, quand j'étais éducatrice, on recevait des gamins qui avaient été abusés. Un certain nombre n'avaient de cesse que d'essayer de retourner voir leur père, leur frère, leur beau-père, le grand-père, etc. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, je me suis dit, tiens, qui sont ces auteurs ? À mon entretien d'embauche, j'ai dit, donc je vais travailler avec des pédophiles. Et puis on m'avait dit, bah oui, cette question est surprise. Et puis j'ai dit, ah ok. Oui, si je me plonge dans l'idée d'un acte sur un mineur, c'est choquant, mais voilà, pour une raison que j'ignore, personnelle, je savais prendre distance et je me suis dit, bon, ça vaut la peine d'essayer, de voir un peu à quel public on a affaire. La question que je me posais, c'est mais comment est-ce qu'une personne, finalement, lambda, en arrive à commettre des actes tels que ceux-là, alors que quand on rencontre nos patients, ce sont parfois des personnes qui, un mois avant de commettre les faits, n'auraient jamais pu imaginer que ça allait se passer dans leur vie. Et donc c'est vraiment cette question-là, cette question d'analyse qui m'a intéressée. Je voulais être détective privé quand j'étais petite, donc à mon avis, il y a un lien. C'est vraiment de comprendre. La Maison du Loup, un documentaire de Julie Gavras, réalisé par Charlie Marcelet, pour le podcast Profil sur Arte Radio. Du coup, on fait réunion ici, c'est ça? Ouais. Et du coup, le café est monté ici, c'est ça? Oui. Pour ma classe. Ouais, c'est cool. C'est fantastique. Sacré ordre du jour. Je suis psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Je suis psychologue et sexologue. Moi, j'ai une formation de psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je prends en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel sous contrainte judiciaire pour la plupart. Donc je suis psychiatre. J'ai un master en psychologie légale. Je suis assistant social et sexologue de formation. Je trouve que le rôle social de cette histoire est évident, c'est éviter les victimes et en même temps travailler avec un auteur, donc c'est aussi un être humain, voir s'il y a quelque chose à en faire. Voilà. Quelqu'un qui fait 10 ans de prison et qui ne discute qu'avec d'autres auteurs, il ne va pas changer fondamentalement ses croyances. Et puis s'il a lui-même des problèmes, il ne va pas pouvoir y travailler. Donc imaginons qu'il y ait des traumas, imaginons qu'il y ait une personnalité particulière, un travail thérapeutique est possible. C'est un patient qu'on suit Bertrand et moi normalement en cothérapie. Parce qu'en fait, il loupe tellement de rendez-vous qu'on ne peut pas appeler ça un suivi. C'est un jeune qui est déficient. On est plus sympa que ce qu'on serait avec un autre patient au niveau de notre cadre et du respect des conditions. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle. Idéalement, vous devriez le voir à quelle fréquence ? Au moins une fois par mois. Bon, on n'y arrive pas. Je lui dis, mais en fait, on s'est pas vu, il y a eu des annulations, et ça lui passe au-dessus de la tête, il sait même pas de quoi je lui parle, si tu veux. Et il vient parler alors de son nouvel emploi, il est tout fier, et papa a dit, tiens, je suis fier de toi, ça fait 2 mois que tu tiens un boulot, tu te lèves, il est dans l'instant. Et en fait, toutes les personnes avec un handicap mental sont dans l'instant, encore 10 fois plus enfin, je veux dire, nous, on projette, on est là depuis janvier, il s'est passé ça, depuis janvier, mais il sait plus ce que c'est janvier, hein. Enfin, je veux dire, non, mais c'est pas une blague, il sait pas ce que c'est janvier. Je suis désolé, je fais des trucs un peu à l'emporte-pièce, mais c'est la vérité. Je crois que c'est vrai. Mal à l'aise de me croiser. Pas du tout, il est content de te voir. Et en fait, il était content de me voir, ça va Ludivine. Et puis, je dis, mais ça fait longtemps. Je me dis, il va comprendre l'allusion. Et non, pas du tout. Ah, bah, tu sais, je travaillais. Et je dis, c'est une contrainte ici. Et en fait, il comprend pas. Il faut faire avec. Et moi, j'aimerais bien qu'on définisse ce qu'on fait avec ce genre de gars. Pour que et qu'est-ce qui est fonctionnel? Parce que mettre quelqu'un dans une obligation dont il n'est pas capable, enfin qu'il n'est pas capable de respecter. Il n'y a plus de scooter. Son scooter est il doit prendre le bus, mais il doit prendre un bus, un deuxième bus, un troisième bus pour venir ici. Enfin, il faut aussi se rendre compte de la réalité derrière des gens, hein, des fois. Mais ne fût-ce que d'appeler pour prévenir ou un truc comme ça, tu vois. Il avait cassé son téléphone, et donc voilà, ces justifications ne sont pas des justifications, et en même temps, je suis sûr que c'est sa vie, quoi.
Enfin, le type, il s'est quand même tatoué un truc parce qu'il y avait 2 + 1 gratuit chez son tatoueur. Enfin, faut vous dire, et son truc, c'est immonde. Hein. Faut voir où il est, quoi. Hein. À un moment donné, ça devient vraiment exclusivement la guidance et plus du tout du traitement. Cela dit, un problème de fond, c'est que lui, il fait partie des jeunes hommes qui sont avec aussi cette déficience affective profonde, etc. Il n'a pas une identification à une jeune fille de son âge, quoi. Hein. Et donc, il a une identification à des enfants. Gros facteur de risque, peut-être, mais c'est le hic de cette histoire. En laissant venir une fois toutes les morts d'évêques, est-ce qu'on contrôle quand même le risque ou pas, finalement? Mais moi, j'ai l'impression de contrôler un minimum en prenant des nouvelles. C'est exactement ce que je fais avec d'autres patients comme ça, que je vois en fait de follow-up. Un follow-up plus long, en se disant, on est un peu... garde-chiour, on est avec un ado, garde-chiour. Que c'est tous les 3 mois, par exemple. Tous les 3 mois, on check. Non-régularité. Moi, j'ai même envie de te dire qu'il faut mettre tous les mois parce que de toute façon, on sait qu'il ne sera pas là à chaque fois. Les faits, c'était quoi? Les faits, c'était dans le cadre, donc, en fait, il est devenu babysitter attitré comme ça sur un peu un coup de tête, on l'a utilisé, et il a commis des faits sur une petite de 4 ans, donc il a été aux toilettes. Il dit d'avoir juste frotté parce qu'elle avait fait pipi, etc. Et puis, est-ce que c'était pas plus que ça? Une caresse, un peu à la pudeur, voire viol, intromission. C'était pas très clair. Hein. Donc, il a fait quand même un peu de détention préventive, un peu plus longue que prévu. Et personne, voilà, c'est pas le type qu'on défend, quoi. On peut passer au suivant. La capacité d'élaboration, elle est différente d'une personne à l'autre. Et en tant que psychologue clinicienne, moi, j'offre un appui pour que la personne puisse élaborer de son côté. Donc, c'est pas moi qui vais le faire pour elle, mais je vais offrir ce que j'en comprends pour pouvoir soutenir son travail et sa démarche, en fait. Je pense à un patient en particulier qui avait commis des faits sur une petite fille de 10 ans. Et en fait, je prends conscience qu'il a lui-même une petite fille de 10 ans. Et je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'il perçoit les choses. Et dans le cadre de l'entretien, je lui dis, je me souviens maintenant que vous avez une petite fille de 10 ans. En tant que père, comment vous réagiriez si un homme de votre âge avait des comportements tels que ceux que vous avez eus? Et là, il me dit, mais madame, je le tue. Je le tue. Effectivement, en même temps qu'il le disait, il prend conscience finalement presque de l'incohérence de ses propos. Et en même temps, je sens que ça chemine. Et tout d'un coup, c'est comme si on le replaçait à sa fonction paternelle. Et ça, c'est vraiment des choses qu'un certain nombre ont du mal à faire. Il y a une espèce de... voilà. Ils sont emmenés par cette pulsion sexuelle qui est un état de conscience modifié. Hein. On sait tous que la sexualité nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas en temps ordinaire. Donc là aussi, évidemment, sont des faits délictueux, mais il y a aussi cette pulsion qui pousse. Et c'est comme si tout d'un coup, ça anéantissait toutes les barrières, la réflexion sur les conséquences, comme un mur qui se met, une espèce de voile, et on en oublie les conséquences, on n'arrive pas à se mettre à la place, enfin, y compris les conséquences pour la victime d'ailleurs. Au tout début de mon travail ici, avec des auteurs d'infractions à caractère sexuel, on m'a désigné un patient un peu d'une drôle de manière. Son assistant de justice m'a dit « Attention, je vous souhaite bonne chance. Hein, ce monsieur est vraiment très manipulateur. Il est dénégateur, donc il ne reconnaît absolument rien. On m'a quand même dit très pervers, il va essayer de vous embobiner, de vous séduire. Vous n'y verrez que du feu d'une certaine manière, faites bien attention à ce patient. » Bon, effectivement, j'ai commencé par avoir face à moi un homme qui confiait très peu de choses personnelles, une alliance thérapeutique difficile à établir, ne reconnaissant effectivement aucun des faits qui lui étaient imputés, pourtant des faits quand même assez lourds d'inceste au niveau donc de la famille. C'était, je pense, ses neveux et nièces. Et le Covid est passé par là.
pendant cette période de confinement, on a continué les entretiens par téléphone. Et là, j'ai un homme qui a commencé à ouvrir les portes à ce qu'il a pu commettre. Il y avait 9 ans de déni derrière lui. Et puis, il a commencé à ouvrir la porte aussi à sa propre victimisation. Il a pu me parler de sa grand-mère, de ce que sa grand-mère faisait avec lui quand il était tout petit. Et donc, une première chose qu'il a pu me dire, c'est « le téléphone m'a aidé parce que vous n'aviez pas votre regard sur moi ». Il faut quand même se rendre compte, et cette situation m'a éclairé là-dessus, que ce regard porté par la société sur des personnes qui ont commis des faits de mœurs peut parfois être un empêchant et un bloquant par rapport à la mise au travail de ces personnes, à la reconnaissance aussi des faits. Mais on n'a pas les coordonnées du jeune, on n'a rien. Non. Elle nous a pas envoyé d'ordonnance. On envoie l'ordonnance après l'audience. Je veux venir sur une situation très particulière. J'en ai discuté ce matin en aparté avec Luca. Au niveau des faits, il y a clairement une problématique de matériel hentai, des choses comme ça. Donc pédoporno, hentai, il y a aussi des faits en direct sur une fille. Hein. Donc il y a les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que il a une passion pour le Japon, ce monsieur. Donc, on a parlé du coup de tout ce qui était vidéo japonaise. Moi, j'avais parlé de, je pense, Miyazaki, enfin voilà, tout ce qui est Porco Rosso, tous des dessins animés en fait qui sont des dessins animés que j'estime de qualité. Enfin, on a discuté, on a cet échange-là, il y a cette passion-là. Et monsieur me dit « Ah, c'est chouette, je vais vous partager ce que j'aime vraiment bien, des animés les plus intéressants, etc. » Il me file une clé USB que j'embarque et puis j'ai la clé USB chez moi. Je pense que quand je l'ai prise, j'ai senti quelque chose, mais j'en ai rien fait à ce moment-là, etc. Et donc, du coup, elle est sur mon bureau, mais tout de suite traversé l'idée que je ne mettrai jamais ça dans mon PC personnel, mais que j'avais peut-être bien l'intention de la mettre dans le PC du boulot. Et donc, je ne l'ai pas fait, évidemment. Donc, j'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit texto ce que je viens de vous dire. C'était touchant parce qu'il m'a dit « J'ai eu peur que vous me disiez qu'on arrêtait le suivi. » Vous ne pouvez pas arrêter maintenant. Donc, c'était assez beau, je pense, au niveau de la relation. J'en ai profité, du coup, pour dire que je voulais travailler maintenant, rentrer dans les détails avec lui, probablement des traumas développementaux, familiaux, parce que quand, en fait, je creuse sa famille, c'était la catastrophe. Et donc, il était preneur. Cela dit, pour moi, c'est encore le passage avant même d'aborder la question des faits de mœurs qu'il a commis. Hein. Ce qui me fait revenir à la question de base, la clé USB. J'aimerais votre avis, c'est-à-dire les avis diversifiés de l'équipe pluridisciplinaire en la matière. Donc, en fait, on est une équipe assez diversifiée au niveau des profils, au niveau des âges. Mais ce qui nous caractérise, je crois, c'est qu'on est tous capables de dire quand on est en difficulté. Il y a une telle ambiance d'équipe que on peut tout à fait s'autoriser à dire « Oh là là, ça a été vraiment très compliqué. Là, je me suis pas sentie... j'ai l'impression que j'ai pas été efficace ou j'ai pas été pertinente. » Dans plein de secteurs, admettre que ça a été difficile, c'est compliqué, c'est faire aveu d'une faille. Je pense qu'ici, c'est une ressource, c'est une force de pouvoir dire à un moment donné, j'ai été en difficulté, forcément, puisqu'on utilise notre propre matériel, notre propre psychisme qu'on met à disposition pour travailler, pour amener les gens à changer. Il y a quelque chose de risqué sur cette clé, on sait ce qu'il y a. Sachant que, dans son propos, c'est pour lui les 10 meilleures séries d'animés. Donc il voulait me dire, c'est des super séries. Il y a un téléchargement illégal. Hein. Voilà, je vous laisse vous dépatouiller avec ça maintenant et j'aimerais un avis. Il y a souvent des patients comme ça qui t'amènent un truc et qui te disent vous regarderez ça aller chez vous. Moi je pense qu'il faut rester dans les limites et dans le cadre de la thérapie. Ici ils ont quelque chose à nous partager, se mettre en condition de pouvoir le partager en thérapie. Je sais bien qu'on on a une philosophie humaniste et qu'il y a des enjeux de lien, de montrer que il y a un lien qui est établi donc je peux vous faire confiance. Ok, sauf que en fait ça ne marche pas juste dans ce sens-là. Il y a d'autres symboliques, des symboliques en lien avec
la loi, même si, ok, les gens téléchargent, c'est pas si grave que ça. On incarne d'une certaine manière le lien entre son psychisme et le respect des règles sociales, le respect de la loi, etc. Un partage de dessins animés qui ont été téléchargés illégalement, même si les dessins animés ne sont pas problématiques, hein, même s'il ne s'agit pas de pédopornographie, je trouve que cet échange-là, c'est pas la même chose que de recevoir un saucisson à la fin de ta thérapie, ou parce que c'est Noël, ou parce que c'est déjà arrivé en fait. Le saucisson, ça a beau être une... Après, on peut paranoïer surtout, tu vois. Un avis un peu différent du tien. C'est pas... Filer un saucisson, c'est un cadeau de fin de thérapie. Là, ça dépend quel est l'objectif de cette cassette qui te fasse... cette clé qui te donne. Tu vois non, cette clé qui te donne. Si c'est... tenez, voilà ce qui m'intéresse, qui me fait plaisir, et que tu peux en faire un outil thérapeutique, moi je serais d'avis de pouvoir les regarder avec lui, dans le cadre de la thérapie, en disant, bah tiens, ça, voilà. Est-ce qu'il n'est pas en train, tout simplement, de signifier quelque chose de la relation qui a changé et de tester aussi le lien avec toi, connaissant l'énergumène. C'est sur quoi je tombe sur du hard pédoporno, ça va changer complètement la discussion, on est d'accord. Regardez vos dessins animés, tu lui fais un clin d'œil. Je pense qu'il y a vraiment une écoute et une capacité à supporter certaines choses qu'on développe avec le temps et qu'on maîtrise ici entre nous dans l'équipe. Et puis une capacité aussi à rire de certaines choses. Tant qu'on a l'humour aussi, ça nous permet de prendre du recul. Et le rire qui pourrait paraître inadéquat dans nos réunions face à certaines situations parfois dramatiques où énormément de violence est à l'œuvre, ce rire nous permet de rester vivants dans ce genre de situation. Et donc, nos espaces de réunion sont aussi des espaces de résilience et de nettoyage par rapport à ces bribes ou à ces morceaux de traumatisme qu'on en emporterait potentiellement chez nous. C'est bien, hein, on va pouvoir parler vrai. Maintenant que je risque d'aller en prison, moi aussi. Et ce qui est particulier, c'est qu'il me dit dans le même temps, il me dit, j'ai jamais eu confiance en personne depuis que je suis tout petit. Clairement, c'est le sujet, quoi. C'est le sujet d'entrée, c'est le sujet de fin, quoi. Bon, voilà. Donc, j'ai pas envie non plus de lui enlever complètement un peu de dignité en disant, je peux pas du tout vous faire confiance. Tu vois, c'est là l'enjeu de la relation aussi. Est-ce qu'on peut manger avant de s'autodigérer ? Autodigère déjà. Ok, super. Moi, je vais aller chercher à manger. À la vôtre. Oui. Quand je suis en dîner, généralement, il y a toujours une autre personne qui sait d'abord que je suis psychiatre. Hein, et avant de savoir que je suis psychiatre, qui en plus, en particulier, travaille avec des délinquants sexuels. Et déjà ça suscite déjà énormément de choses au niveau des autres convives du dîner. Oh là là, attention, il est psychiatre, il sait ce qu'on a dans nos têtes, il va nous psychanalyser. Et donc, il y a déjà des représentations du psychiatre ou du psychothérapeute ou du psychologue qui induisent une certaine méfiance, mais une méfiance parce que je pense que si on est méfiant, c'est qu'on sait qu'on a peut-être au niveau dans sa tête, pour tout un chacun, des pensées qui parfois, si on les exposait sur la voie publique, pourraient effectivement induire des réactions particulières de et qu'on garde pour soi, que ce soit d'ordre général ou que ce soit d'ordre sexuel d'ailleurs. Beaucoup de personnes viennent en thérapie, entre guillemets, ordinaire, puisqu'ici on parle aussi des délinquants sexuels, mais j'aime bien de faire le corollaire. Et j'entends beaucoup de personnes me dire, souvent en baissant un peu la voix, en me disant d'une manière très confidente, « Oh là là, une telle ou un tel, j'ai vraiment envie de le tuer, un docteur. » Oui, je dis, c'est très bien. Déjà, vous en parlez, ça réduit déjà drastiquement le risque de véritable passage à l'acte. Et après, on peut commencer à travailler. Tiens, mais pourquoi vous la tuez, cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Et on peut imaginer aussi la même chose en termes de fantasmes sexuels, ou déjà en parler et oser partager ce qu'on a dans la tête et qui n'a pas encore été mis en acte est probablement une des meilleures façons de le prévenir.
pour replacer un peu le contexte, c'est ce gars qui m'a mis mal à l'aise depuis environ le mois d'avril, avec des trucs de « je dois vous dire quelque chose que je ne peux pas vous dire ». Vous vous souvenez de ça ? Sans que je sache ce dont il s'agissait. Bon, j'avais imaginé quand même, voilà, mais c'est allé plus loin. Il a appelé ici, en pleurs, en disant « ça va vraiment pas, il fallait que je dise quelque chose à Madame Roux. » Et je lui ai pas dit, et je vais vraiment mal. Et donc Flavie, paniquée parce qu'il est vraiment pas bien, me le passe. Je lui dis « dites-moi ce qu'il en est, mais je peux pas vous le dire. » Je dis « mais alors, pourquoi vous m'appelez ? Mais pour vous dire que je vais vraiment vous le dire. » Bon, voilà. Mais dans un truc où je le sentais vraiment très mal. Et donc mardi, ici, je le revoyais. Je me dis là, ce coup-ci, je mets les pieds dans le plat parce que c'est plus possible. Pendant 30 minutes, il me parle de la pluie et du beau temps. Il est pas bien du tout. Je le vois pas bien. D'habitude, il sourit, il rigole. Là, pas du tout. Et puis au bout de 30-35 minutes, je lui dis bon, stop. Là maintenant, vous vous en doutez bien. Je vais mettre les pieds dans le plat. Il faut que vous me disiez ce qui se passe. Le truc, c'est que il m'avait dit, et jusque-là c'était pas trop bizarre, qu'il pouvait observer les gens. D'ailleurs, je vous observe. Tiens, c'est marrant, vous pouvez changer, je peux être en jeans basket ou je peux être en robe talon. Et je sais que j'avais fait la blague de encore heureux que je viens pas toujours avec la même tenue. Il m'avait dit, je suis fort observateur, notamment en ce qui concerne les femmes. Voilà, point. Lors de cette séance-là, ça ne m'avait pas semblé bizarre. C'est que les fois d'après, par le fruit du hasard au début, il ne m'a vu qu'en pantalon. Et donc il s'est dit, merde, je l'ai tellement mis mal à l'aise que maintenant elle me prend pour un pervers. Ok. Donc je lui dis, ok, ça vous soulage d'avoir déposé, il s'est mis à pleurer. Je l'ai questionné en disant, est-ce que ça va pas être un frein par la suite à vos objectifs ? Parce que... ça prend du temps sur les entretiens, parce qu'à un moment il m'a quand même dit, oui, ça c'est important, vous m'avez parlé de relations thérapeutiques, parce que j'avais insisté en termes de relations thérapeutiques, et il me dit, parce que bon, en prison il y a quand même une femme qui était gardienne de prison, qui a une histoire avec un gardien, et donc je lui ai dit, ça n'arrivera pas. Vous avez bon goût, mais ça n'arrivera pas quand tu vois un truc comme ça. Et il est quand même fort. Il est quand même fort parce qu'il va réussir à lui faire mettre une robe la prochaine fois. Non, enfin, on peut imaginer qu'il y a toute une activité fantasmatique entre les séances. C'est une névrose quand même, et avec des ruminations mentales qui sont importantes. Ce qui se passe entre les entretiens, on peut imaginer, pour qu'il aille jusqu'à téléphoner, pour dire ça le déborde tellement, ça doit vraiment mentalement, ça doit fuser dans tous les sens. Et il doit se poser des questions sur ce que toi tu penses. Alors, entre les séances, en paranoïant peut-être sur le fait que tu voudras plus le voir ou que votre relation elle va changer parce qu'il t'a évoqué des choses personnelles. Et il rumine énormément ce monsieur. Quand même, si on n'est pas dans quelque chose d'un peu érotomaniaque. C'est ma crainte. C'est ma crainte. Et je vais voir, mais avec l'idée que le prochain entretien, donc dans 15 jours, c'est la dernière fois qu'on aborde cet aspect-là. Tout de suite, je pense. Oui, là c'est bon. Là c'est bon. Voilà, on va tout de suite aborder parce que on peut pas continuer comme ça, et tu vas voir comment il supporte. C'est intéressant parce que finalement, on peut très bien s'imaginer au travers de ce que tu racontes ce que ferait un névrotique, ce que ferait un psychotique et ce que ferait un pervers. Les trois structures de personnalité. Tu veux bien tu peux nous les comme ça, je sais à quoi je peux m'attendre dans 15 jours, et comme ça, je coche et je me dis, ok, on est là-dedans. Le pervers, il serait dans la jouissance de ce qui se passe. Non, mais il n'y était pas. Voilà, c'est ça là la différence. Non, ça pas du tout, il n'y est pas. Et tu peux faire la différence avec le psychotique et le... Il va continuer, le psychotique. Le psychotique, il va continuer. Parce que voilà, il est fixé là-dessus, il ne sait pas aller beaucoup plus loin. Et le névrotique, il va comprendre effectivement que c'est pas vrai, qu'il y a un principe de réalité, et il pourrait réembrayer sur autre chose de sa vie, et enfin parler d'autres partenaires éventuels que toi. Voilà. Ce serait bien, oui. Il est... à la base, névrosé, hein, oui, c'est vraiment, ce qu'on entend dans ta manière d'en parler. Dans son fonctionnement, vraiment. Donc, j'espère qu'il va comprendre mon nom. Je vous dirai quoi dans 15 jours, si j'arrive avec un énorme bouquet de fleurs ou... Voilà, non. Flûte, c'était pas ça que j'attendais de vous. Pour vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir compris. Je vous ai amené une boîte de mon chéri. Ouais, mais voilà, ouais. Il y a très peu de choses que j'emporte. Je ne discute pas avec ma compagne des situations que je rencontre ici. Quand je vois mes enfants, le fait de rentrer, de pouvoir les embrasser, de sentir leurs cheveux, c'est en soi un moment de déconnexion où vraiment je fais une coupure entre travail et vie privée. C'est peut-être une crainte que j'ai eue au début de ma carrière quand mes enfants étaient petits, c'est de devenir un peu
en permanence sur le qui-vive, de tout le temps me demander ce qui pouvait se passer. Mais j'arrive à me dire que tous les enfants vivent leur vie, que c'est pas parce que je sais que les miens sont plus en danger que si je travaillais pas là-dedans. Autant il y a des moments de ma vie où le trajet en voiture, la musique à fond, 2-3 petits bonbons au chocolat, un petit appel sympa à une copine, va suffire à ce que je rentre, j'ai envie de dire, nettoyée, sereine par rapport à ma journée. Autant il y a des moments où je me rends compte que je rentre avec des choses chez moi. Il y a quand même pas mal de pression aussi. On porte beaucoup de responsabilités sur les épaules. Il y a des juges derrière, il y a la justice, il y a la population aussi, la société. Et il y a de potentielles victimes si on n'aide pas cette personne et si on n'améliore pas la situation. Voilà, on peut être un peu fatigué de temps en temps, un peu épuisé. Donc voilà, je dirais que c'est très fluctuant. Selon les périodes de vie et selon la charge de travail qu'on a aussi. C'est pour ça, un hamac ou quelque chose comme ça. Non mais vraiment installer des hamacs. Moi je trouve que ça devrait être mis dans le bien-être des travailleurs, etc. On serait beaucoup plus efficace après-midi. Mais carrément. Mettre la sieste au travail. Ouais. Non, pas la sieste. Moi j'ai une amie, elle a à toi de gérer le temps, hein, mais moi 10 minutes et je suis bon. Elle a 10 minutes de micro-sieste sur son temps de midi. Un local fermé, noir, où ils peuvent aller s'installer. Soit dit, on peut le faire, j'ai déjà fait. Bonne écoute. Bertrand, s'il te plaît, tu peux bien voir si tout marche bien? Oui, je t'appelle. Alors, j'appelle la ligne. Ouais, nickel. C'est tout bon. Je branche le chat. Ligne d'écoute Féos, bonjour. D'accord. En même temps, votre fils, il a très bien réagi. Tout de suite, il en a parlé, il a mis un terme, voilà. Tout à fait, mais je pense que vous avez déjà la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire avec votre fils? Bien sûr. C'est très important de ne pas en faire quelque chose de « mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. parce que ça risquerait d'être pire pour votre fils. Mais en même temps, la limite, elle est posée. Évidemment, son demi-frère n'a pas à se comporter de cette manière-là. C'est très bien qu'il vous l'ait dit. Posez la règle, mais comme... Mais exactement. S'il l'avait frappé, vous feriez la même chose en disant écoute, non, ça c'est pas possible. Tu peux pas frapper ton petit frère et personne d'autre d'ailleurs. Écoute, oui, tu as bien fait. S'il y a d'autres situations, n'hésite pas. Si tu veux en reparler, voilà, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, pour éviter que ça ne se reproduise, la règle est que on n'est pas ensemble dans la salle de bain. Maintenant, ton demi-frère est grand et puis toi aussi, tu commences à être grand, donc voilà, pas dans les chambres trop longtemps. J'ai pas des éléments pour votre beau-fils de 13 ans, mais on est en pleine explosion pubertaire. C'est compliqué à cet âge-là, parce qu'ils n'ont pas de copines. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Ce côté, comment est-ce qu'on fait quand on a 13 ans et que on a des érections un peu n'importe comment? Oui. Mm-hmm. En même temps que je vous écoute, il y a des idées qui me viennent. Je me dis... Si on part du principe, par exemple, qu'il est envahi par une pulsion, est-ce qu'il a été surstimulé par de la pornographie ou pas? Ou les copains de l'école, hein. Vous savez, on met parfois des interdictions à la maison, mais à l'école, sous le manteau, évidemment que... Et puis, ça fanfaronne. À 13 ans, on est dans le but, on ne sait pas comment faire, et on fait, mais oui, moi je l'ai déjà fait, enfin voilà, on se vante, etc. Bon. Mais peut-être que, je sais pas si votre compagnon, enfin son papa, peut un peu discuter de ça, mais c'est quoi, t'as du mal à gérer ça? Vous voyez, d'homme à homme, oui, un peu... D'accord. Mais plutôt sur le mode de demander à son fils, ouais. Vous voyez, entre la poire et le fromage, de manière un peu anodine, pour que ça n'en fasse pas un drame, qu'il puisse passer au-dessus. Là, vous dites qu'il était effondré, etc. J'ai l'impression qu'il a compris que ça ne devait pas se faire, etc.
Non plus, ben, forcément. Voir un peu avec les filles, il en est où là? Avec les filles à 13 ans, il a des copines, il en a pas, les filles ou les garçons d'ailleurs, hein. Il a des copines, il en a pas. C'est vrai que dans le cadre d'une formation, on avait aussi attiré notre attention sur un non de oui. Je vais vous dire ce que c'est. On a tendance avec les enfants parfois de mettre beaucoup de règles, de limites, etc. Mais pour qu'elles soient accepter ces limites, il faut aussi qu'il y ait des choses positives. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour souffler un peu? Parce que j'ai l'impression, vous voyez, que c'est difficile pour toi, ces contraintes, etc. Bon, ce qui s'est passé maintenant, on t'a dit, j'espère que ça ne reviendra plus, mais on sent bien que tu ne vas pas très bien non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait bien... Qu'il y ait un peu des choses positives aussi, des moments où ce petit garçon, à 13 ans, c'est des gamins, hein, c'est encore des enfants. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça, aller faire du vélo avec lui. Et ça va déjà le valoriser, un petit moment tout seul, passer du temps. Peut-être aussi, les ados, c'est ça, hein, c'est quand on s'y attend le moins, quand on les conduit quelque part, ou quand on est à un endroit où a priori on n'a pas le temps de parler, ou je sais pas quoi, ou à côté en la voiture quand ils nous regardent pas, qu'ils vont poser une question, etc. Donc, créer des moments comme ça. Est-ce que il y aurait une manière, l'idée étant de fermer la boucle là, de réparer ce qu'il a fait, je sais pas comment, hein, j'en sais rien, rendant un petit service à son frère par exemple, je sais pas si c'est bien non plus, c'est à vous de voir, pour que sa culpabilité, elle s'en aille aussi, vous voyez, voilà, se réduise. Vous disiez tout à l'heure qu'il reste pas avec ça. Et puis, vous avez l'air d'avoir une chouette relation avec ce petit garçon, donc il ne se réduit pas à cet acte. Là, il y a plein d'autres choses, donc ce plein d'autres choses doit rester. Voilà. Il faut faire attention parce que nos actions peuvent être, quand on en fait trop et qu'on sépare les enfants, les enfants eux-mêmes, ils se sentent coupables d'avoir parlé parce que tout d'un coup, ça a tout fait exploser la famille. Donc, même par rapport à votre fils, il faut aussi faire attention qu'il ne porte pas la responsabilité de « mais mon Dieu, tout est changé ». Autrement, il n'osera plus parler. Lui, il veut que ça s'arrête, c'est tout. Il veut juste que ça s'arrête. Oui, voilà, ça l'a dérangé, il veut que ça s'arrête, point final. Ah oui, non, vous avez raison, surtout pas, ça ne se justifie pas. Non, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'un des problèmes de la sexualité inadéquate, on va appeler ça comme ça, c'est justement de stigmatiser et de faire en sorte qu'après on a une étiquette dont on ne sait pas se sortir. Donc surtout pas, ça va desservir tout le monde. Votre petit garçon, votre beau-fils... bien sûr. Mais non, bien sûr que non. Non. Voilà. N'hésitez surtout pas, si vous avez besoin. Oui. Je vous dis, votre compagnon peut nous appeler aussi. Bien sûr, non, surtout pas. Il faudra qu'à un moment donné, presque il faudra pouvoir revenir dessus et dire que les choses sont terminées. Voyez ? Pas demain, évidemment, mais au bout d'un certain temps que vous jugerez, vous, en fonction de ça va se passer, en disant, voilà, ça y est, maintenant on est rassuré, c'était vraiment un truc qui n'aurait pas dû être fait, comme pour une autre bêtise, en fait. À un moment donné, on tourne la page. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Au revoir. Wow, bien ça. Là, on a toute notre utilité. Tout à fait. J'ai eu un chat, j'ai eu un mail, on a bien travaillé. On a bien travaillé. Super. Ça rejoint un peu quelque chose sur ce que je peux dire de mon métier à l'extérieur. Souvent, les gens vont me dire tiens, comment tu peux travailler avec des gens comme ça, etc. Alors, je dis pas que c'est simple et je dis pas que c'est toujours de gaieté de cœur. J'entends des choses qui me plaisent pas, etc., évidemment. Mais souvent, c'est cette idée, mais si c'était sur tes fils, etc. C'est-à-dire, c'est dans la perspective uniquement d'être victime de ces personnes-là. Et la logique du monstre, en fait, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est plus facile de projeter ces comportements. Parfois, je dis, mais si ça peut être aussi nos fils, nos pères, nos grands-pères, qui sont les auteurs. Et ça, les gens ont, je pense, du mal à l'entendre, parce que c'est dur de l'entendre, de l'accepter. Qu'on doit prendre conscience aussi de ce que c'est l'humanité, de sa capacité de transgression qui est évidente, etc. Voilà.
radio.com